définition et statut de la performance. Et nous écoutons dans un instant Hubert Bezacier. Hubert Bezacier est critique d'art et organisateur d'expositions. Il est membre de l'AICA France. Et de 1978 à 1983, il est co-directeur avec Orlan du Symposium international d'art performance, qui a programmé quelques 135 artistes internationaux. De 1983 à 1996, il a dirigé l'association A Priori. Il a enseigné dans plusieurs écoles nationales supérieures d'art, l'école d'art de la Villa Arson, l'école d'art de Marseille-Lumini, l'école nationale des beaux-arts de Bourges, et il a enseigné à la Divisional Research Fellow Curtin University de Perth en Australie, et aussi à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Dijon. Outre les catalogues du Symposium de Lyon, Hubert Bezacier a publié de nombreuses monographies sur des artistes en relation avec la performance, et il a publié un certain nombre de réflexions sur ces questions, notamment Œuvres plastiques des artistes de la performance, publication de l'ELAC en 1980, et Vidéo et performance à Flaviana, Locarno, 1982. Voilà, on écoute Hubert Bezacier, performance, éléments pour une définition problématique. Oui, ça va être des éléments très, très brefs, parce que vu le temps qu'on est imparti, c'est assez difficile quand même d'attaquer la question vraiment la vraie question d'une définition. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Voilà, on va voir jusqu'où ça nous mène. J'ai commencé par mon expérience privée. C'était à Pâques de l'année 1973. En France, les nouveaux réalistes étaient devenus les nouveaux maîtres de l'art contemporain, occupés devant de la scène. À Saint-Paul, dans l'atelier Baviera, nous tirions les estampes de Maury, de Rotella, de César, d'Argent, etc. À même moment, à la Fondation Mag, André Malraux visitait avec une certaine déception son exposition du musée imaginaire. Voilà le contexte. C'est là que j'ai pris connaissance de l'existence de la performance, par le biais de la couverture du numéro 3 d'Artitude internationale, numéro février-mars 1973. Petite parenthèse, tout à l'heure on a posé la question pourquoi la couverture, et personne n'a fait allusion à Artitude, entre autres Artitude internationale. Pourtant c'était une personne. Une photographie noir et blanc qui montrait Gina Pan à genoux, un verre de lait à la main et un mouchoir blanc de l'autre. J'ai tout prévu juste quelques images, sachant le temps qui n'était pas parti, mais voilà. Ce premier contact avec l'art corporel, le body art, comme on disait à ce moment-là, fut déterminant. 5 ans plus tard, en 1978, nous préparions avec Orlan le premier symposium international d'art performance à Lyon. Ça va être une approche très personnelle et subjective que je vais faire là pour esquisser quelques réflexions sur ce que j'ai compris à ce moment-là de la performance et mettre en évidence quelques caractéristiques. Je savais que la revue Artitude était consacrée à l'art, et ce que je voyais là ne correspondait en rien à ce que je connaissais de l'œuvre d'art. Cela jeta le trouble dans mon esprit, mais c'était plutôt une sensation d'être devant quelque chose de nouveau et d'intriguant, une secousse produite par l'abrupt plutôt qu'un étonnement sceptique. Je décris ici une expérience personnelle, celle de quelqu'un alors inexpérimenté, mais chez qui l'énigme posée par cette rencontre suffisait à mettre en cause ce qui aurait pu être des certitudes sur la nature de l'art. Car malgré le désarroi que je ressentais, il ne faisait pour moi aucun doute que l'action était l'œuvre et que ce que je voyais en était le constat. Peut-être parce qu'il s'agissait d'une photo noir et blanc et que l'attitude de cette femme était insolite, mais de toute évidence, il s'agissait là d'une artiste en action. Le doute ne s'est jamais présenté. La photographie constat était suffisamment formelle pour arrêter ma réflexion sur la nature de l'œuvre, c'est-à-dire pour identifier l'action comme étant une œuvre d'art.
une forme nouvelle et déconcertante, mais puisqu'elle était en première page d'un magazine consacré à l'art, le fait était posé et il me restait à y aller voir de plus près pour savoir ce qui m'échappait. Le côté intrigant de la chose provoquait une sensation que l'on pourrait apparenter à celle du dépaysement, qui pour moi se situe du côté du plaisir. Un plaisir que procure également une altérité qui résiste, stimulant la volonté d'être en phase, de comprendre ce qui se passait autour de moi et qui pour le moment m'échappait. Déjà, oui. Comment? Ah non, je vais m'approcher du micro. Ça va comme ça? Déjà, je pouvais analyser le fait que ce qui se présentait à moi était violent, parce que direct, sans la médiation d'un support traditionnel ou d'un objet dit d'art. C'est l'artiste qui était là, au premier plan, et son geste, son action était l'œuvre. Il s'agissait manifestement d'un travail sans complaisance, qui conduisait le spectateur à des questions sans complaisance. Cette photo de couverture d'Artitude avait été prise au cours d'une action, elle-même réalisée dans une exposition de l'artiste à la Galerie Stadler le 11 janvier 1983. François Pluchart, qui rendait compte de l'exposition de la performance, la décrivait ainsi. Après être demeuré, jusqu'à ce que la douleur devienne intolérable sur un lit en métal de sa fabrication, sous lequel brûlent des bougies, Gina Pan s'est ensuite blessée à la bouche, tandis qu'un projecteur de type carrousel projetait sur le mur des diapositives représentant les mains d'une femme en train de passer sur ses ongles un vernis couleur de sang. À cette négation de la douleur, à ce questionnement d'une féminité qui oblitère le plus souvent le rôle possible de la femme, a succédé la partie la plus violente du travail de Gina Pan. L'absorption d'un litre de lait, gorgée par gorgée, avec chaque gorgée, l'artiste gargarisait le plus longtemps qu'elle pouvait tenir, jusqu'à ce que du sang se mêle au lait vers le milieu de l'absorption. L'état d'extrême concentration de l'artiste a rendu l'action peu à peu insoutenable, même aux plus acharnés détracteurs qui avaient décidé de rester jusqu'à la fin. Il n'est pas trop de dire que Gina Pan a réellement vaincu le public. Ce compte rendu insistait donc sur les notions d'épreuve et de victoire. Épreuve à laquelle se soumet un artiste qui va aux limites de la douleur et de la résistance de son corps, et qui va aux limites de ce que peut endurer un spectateur, la victoire sur soi-même et sur un public qu'il qualifie de détracteur. Nous sommes clairement là sur le versant français du mot performance. Puis, Pluchart ajoutait, Gina Pan avait-elle le pressentiment qu'il fallait une action aussi brutale pour prendre ce jour-là possession du public et imposer la réalité d'une rédemption collective par le phénomène douloureux de la création? On peut le penser, on peut l'affirmer. Et là, avec les mots de possession et de rédemption collective par la douleur, on touche à une conception quasi mystique, du moins cérémonielle de la performance, telle qu'elle pouvait à l'époque émaner de certaines tendances de l'art corporel. Il suffit de citer l'Orgien Mysterium théâtre de Hermann Nietzsche et ses visées cathartiques. Découvrir la performance par le truchement d'une photographie, c'est se poser la question de la nature de la trace. Que nous restitue un instantané, une image fixe? C'est peut-être une image finale à travers laquelle on déduit de façon immédiate tout ce qui s'est déroulé auparavant. Ça, c'est mon nom. Michel. Il est dans la norme. Attends, qu'est-ce que tu disais? Je disais que c'est mon oncle à moi, ça. Ah, Nietzsche. Nietzsche? Non, Carl Valentin. C'est quand même, ça va quand même au-delà sur l'art. C'est quand même lui qui a dit que l'art, c'est dur, c'est beau, mais c'est du boulot. Ouais. Ça vaut Hegel et Kant réunis. Ah, mais je pensais que tu avais pris le Groucho Marx. Moi, c'est plutôt Groucho Marx. Parce que ça n'a même famille que Marx, c'est Groucho, son Strasbourg. Bon, voilà, ça c'était donc cette photo, je l'utilise de temps en temps parce que pour moi, c'est une photo de la trace qui résume justement, qui permet de saisir en une fois, d'un coup, de déduire tout ce qui s'est passé auparavant. Le plus souvent, par contre, la trace, c'est l'instant le plus crucial de l'action.
La trace qui vient pérennisiser ce qui était par définition éphémère, lui donne toute la force définitive de la pose et accentue l'aspect rituel. C'est sur quoi repose en grande partie l'histoire de la peinture classique. La pose canonique correspondant non pas au déroulement d'une action, d'un fait ou d'une histoire, mais à un point précis du dogme. Il y a de cela dans la photo de Gina Pan qui connaissait à merveille l'art sacré. Le choix d'arrêter... Est-ce que je vais y arriver à faire avancer ce truc? Voilà. Cette photo que je mis en écho de Gina Pan, c'est vraiment la question de la pose dans l'art classique au moment du déroulement de quelque chose. Donc ça, c'est du martyre de Sainte Catherine par Tiepolo. Le choix d'arrêter une action sur sa phase paroxystique produit un effet de suractivation. J'ai eu le loisir d'insister sur ce fait à propos des sessions d'Hermann Nietzsche, auxquelles les traces photographiques, aussi bien que les traces filmées, confèrent un caractère horrifique à des actions qui sont conçues au contraire, des actions qui sont conçues au contraire comme des séances cathartiques qui ne sont pas vécues comme traumatisantes par les spectateurs qui sont invités à participer à une fête rituelle. C'est avec cet effet, ce pouvoir dramatisant de l'image, que l'on rejoint les effets de la peinture religieuse classique qui a su parfaitement jouer avec l'horreur. Là, je voudrais aborder maintenant rapidement la question de la performance et du théâtre. Le théâtre ou la danse anime une fiction. Et même si ces deux disciplines se sont considérablement rapprochées de la performance, s'il a dit les disciplines donc du théâtre et de la danse se sont considérablement rapprochées de la performance au cours de ces dernières décennies, ce qui les différencie d'elles, ce sont le jeu et la réalité temporelle. Le performeur n'est pas un acteur, c'est un actant. L'acteur amène de lui-même, puise en lui-même, ce qui peut donner vie à un personnage. Mais l'actant est lui-même et n'incarne que lui-même. Sa personne agit selon sa nature propre et ses capacités propres. J'ai eu l'occasion de préciser cette différence entre, par exemple, un danseur qui évolue en fonction d'une chorégraphie, fut-elle lâche, et l'intervention d'un plasticien, comme ce fut le cas, avec l'intervention de Liliana Moreau et de Giovanni Loué dans le cours d'un spectacle de ballet. Cette irruption est aussi plastique dans le tissu du théâtre que celle de l'animal ou de l'enfant. Voire, évidemment, on peut parler des limites du naturalisme au théâtre, mais c'est une autre histoire. D'autre part, dans la performance, nous ne sommes ni dans un temps fictif, ni dans un temps différé. Nous sommes dans le temps présent, même si l'action est réitérée, et la durée de l'action est réelle, du début à la fin. L'artiste qui recourt à la performance agit au présent. Il a fait le choix de l'éphémère, mais s'il opère sans médiation, il n'avance pas pour autant sans réflexion préalable, sans projet déterminé, sans conscience de faire œuvre. Il organise une mise en situation avec des conditions précises qui font l'œuvre. Même le happening se prévoit, s'organise, on délimite un cadre, on programme des envoyeurs, on indique des thèmes, on suggère des tonalités. Comme chez Sade, le désordre des ébats s'organise. La fameuse phrase de Sade, mettons un peu d'ordre dans tout ça. L'action du performeur reste art, donc artefact et artifice, même si la maladresse, le contingent, voire le ratage, l'accident, l'imprévu, entre en ligne de compte, comme dans tout art qui repose sur un processus. Dans ce qui sépare l'acteur de l'actant, cependant, une question se pose que j'avoue avoir du mal à résoudre. C'est celle du performeur qui a recours à la transe. Une situation comparable à celle des cérémonies animistes, au cours desquelles le cérémoniant est investi par un autre esprit que le sien. Par exemple, le meilleur exemple, c'est sans doute les maîtres fous qu'a enregistré Jean Rouch. C'est ce qui se produit, par exemple, dans les performances musicales de Charlemagne Palestine. Voici le commentaire qu'il fait de sa pièce intitulée Musashi, qui est une pièce de 1982. Dans cette œuvre dédiée au célèbre samouraï Miyamoto Musashi, j'entreprends d'explorer la possibilité d'apporter dans un lieu, au moyen de ma prestation musicale,
une autre présence physique. Au fur et à mesure que je joue, le héros épique, Miyamoto Musashi, émerge peu à peu dans l'espace, moins comme personnage historique que par son énergie, sa puissance physique et sa quête spirituelle de guerrier. Je deviens tout d'abord lui-même, puis, porté par les vagues sonores, il investit peu à peu les auditeurs de son énergie primitive. Cette question se pose également aujourd'hui encore avec les travaux sous hypnose de Matt Mullican. L'artiste se met alors dans un état modifié, là je cite la petite feuille qui a été distribuée au Louvre la semaine dernière, un état modifié de conscience qui, lors de performances publiques, fait apparaître des personnages multiples. Mullican utilise lui-même le mot anglais de characters going out with the trance. Il dit alors être coupé en deux et regarder son propre corps agir. Le performeur sort de lui-même par la transe, puis rentre en lui-même, toujours dans le cadre de la performance. La crise provoquée et le dédoublement qui s'ensuit est encore le fait de l'individu réel, mais l'apparition du personnage incarné par lui-même le rapproche singulièrement de l'acteur. Malgré tout ce qui les sépare, il y a bien dans les deux positions, celle de l'acteur et celle du performeur actant, la distance de l'artefact. La performance n'est pas une banale action de vie, ce n'est pas un fait neutre, il s'agit bien de mettre un acte vivant en forme. Mettre de la vie en forme, c'est fonder du style, c'est-à-dire s'approcher du rythme. S'il faut évaluer les nuances fondamentales entre performance, spectacle et cérémonie, la performance, comme le versant anglais du mot cette fois l'indique, c'est un moment de vie porté au regard d'autrui. Une action partagée entre actant et regardeur s'apparente à une cérémonie. On le saisit aisément en participant aux actions d'Hermann Nietzsche, par exemple. La définition du mot cérémonie dans le dictionnaire, dans son acception profane, est la suivante: forme extérieure de solennité accordée à un événement, à un acte important de la vie sociale. À propos des théories d'Edward Gordon Craig, Jacques Rancière écrit ceci: le théâtre est un rituel en tant qu'il est une organisation de l'espace. Il est fait de lignes, de mouvements, d'effets de lumière dans l'espace. Ce qui fait la force quasi magnétique d'une performance comme par exemple celle de Connie Beckley, c'est bien cette ritualisation rythmique et spatiale qui, à partir de gestes simples, l'accomplissement d'une tâche, par exemple, là je me réfère à la fameuse Task Dance d'Yvonne Rainer et de Robert Morris, à Judson Church, qui lie le corps, les éléments architectoniques. Ici, ce sont les enceintes acoustiques, ce sont les baffles qui jouent le rôle de sculpture minimaliste, le son et la musique. Comme dans une cérémonie rituelle, il n'y a pas de rôle endossé par un acteur, mais bien une sorte de transfiguration de l'artiste dans la pose, en marquant que le rite autorise aussi une réitération de l'action, sans qu'il y ait une perte d'authenticité. Lorsque Orlan mesure une institution culturelle à l'aune de son corps, il y a bien organisation de l'espace. L'action dans laquelle n'entre aucun simulacre est une tâche à accomplir, le mesurage. Et la performance dure le temps de ce que nécessite l'action de mesurer la totalité du lieu. C'est l'organisation du rite, le trait de craie au-dessus de la tête, l'arrêtation, puis le lavage de la robe et bien sûr l'introduction marquée du symbole, l'introduction très marquée du symbole, c'est-à-dire la robe taillée dans les draps du trousseau. Le corps de l'artiste confronté au corps du bâtiment, dévolu à l'art, etc. Et puis nous retrouvons cette référence à la peinture, mais vu le temps qui m'était imparti, j'ai décidé de couper la partie qui correspond, qui mettait en relation la question de la peinture avec la question de la performance, au moins historique, donc vous le retrouverez dans le texte ultérieurement. Pour finir, sans véritablement conclure, je voudrais évoquer un des plus beaux moments de la performance auquel il m'a été donné d'assister. Il s'agit de celle de Vincenzo Agnetti,
accompli au Palazzo Grassi en 1979, juste un an avant sa mort. Installé à un bureau, il tamponnait et cachetait des lettres, puis, à la fin de ce travail, il se levait en portant un carton plein de ses lettres, trébuchait, et s'étalait alors que toutes les lettres se répandaient autour de lui. C'était une chute à la fois banale et spectaculaire, mais ce n'était pas drôle. Aucun sourire, aucun rire dans l'assistance. Cette chute était la quintessence de la vie. Et lorsque quelques mois plus tard, il exposa à Milan et à la Biennale de Venise en 1980, il choisit de montrer deux images. La première, prise à l'instant crucial du trébuchage, la seconde, au moment où il touche le sol. Cette action et ses traces mettaient en exergue toute la fragilité humaine dans les prises de décision, les gestes, dans l'action, dans toutes les phases de la vie. Le ratage, la fragilité du corps et de l'instant, et la qualité ineffable du vacillement de l'instant, peut-être le rapport à l'instant fatal. Plastiquement, ça s'apparente au tremblement de l'écriture chez Twombly, par exemple, si bien décrit par Roland Barthes. Au-delà de l'épreuve, au-delà de l'évidence corporelle, de l'actionnisme, par exemple, et de ses expositions, à tous les sens du mot, salutairement outrancières. Je vous ai mis là deux images de McCarthy qui m'avait fait venir à Lyon en 83, je crois, comme ça, 82 ou 83, où il se mettait de la ketchup dans le cul avec une pompe à vélo. Reste cette fragilité et cette énigmatique acuité de l'instant. Dans une performance réussie, l'instant d'acmé est un instant de suspens. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de susciter l'émotion. C'est un moment comparable à celui de l'équilibre plastique, à la différence que dans l'œuvre plastique entre généralement une notion d'accomplissement, à l'exception peut-être dans le domaine du dessin, de l'esquisse, dont le caractère transitoire s'apparente à celle de l'acte. C'est un instant comparable à celui de l'équilibre en attitude, pour reprendre un terme de danse, mais sans le roulement de tambour qui accompagne la prestation de cirque. Et là encore, ce qui différencie l'artiste actant de l'artiste de cirque, c'est l'absence de virtuosité qui peut jusqu'à la maladresse de l'individu, qui peut aller jusqu'à la maladresse de l'individu dans la vie quotidienne. Cette maladresse que Franz Kafka a décrite de façon si juste dans Joséphine la cantatrice, dont nous avions placé un extrait en exergue de notre première publication en 1979. Je finirai par ce petit texte de Kafka. Casser une noix n'est vraiment pas un art. Aussi personne n'osera-t-il convoquer un public pour le distraire en cassant des noix. S'il le fait cependant, et que son intention se voit couronnée de succès, c'est qu'il s'agit au fond d'autre chose que d'un simple cassement de noix, ou bien c'est qu'il est apparu que nous n'avions jamais pensé à cet art, parce que nous le possédions à fond, et que le nouveau casseur de noix nous en a révélé la véritable essence. Et pour cela, il peut être nécessaire qu'il soit un peu moins adroit que nous. Sans se suspendre d'acmé, la performance est encore un acte simple qui vaut tout de même démonstration, mais sans instant de grâce. Elle se cantonne alors au tout venant du témoignage, au tout venant de l'exposition de soi. On touche là à la limite où tout peut basculer, avec la banalité du journal intime qui n'intéresse plus que soi-même, ou l'exploit de la prouesse physique qui s'en tient au côté le plus restreint du mot performance. Une exposition de soi où il n'y a pas de place pour l'autre. Parce que cet instant de grâce, c'est précisément l'instant où l'artiste actant s'efface pour faire la place au regardant. Comme l'écrivait de façon synthétique Adolphe Appia, l'œuvre d'art vivant ne se représente pas, elle s'exécute et elle se partage. Voilà. Merci Hubert Bezacier. Je vous propose, avant d'écouter Patricia, de peut-être poser des questions si vous en avez. Oui, alors, Patricia se prépare. J'ai retrouvé dans les archives un certain nombre de brochures que nous avions éditées en 80, 81, 80, 82, parce que nous avions fait à l'époque un colloque international sur la question de la performance. Donc je crois que c'est une image assez bonne de ce qu'était la performance à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai amené ma valise.
et on va vous distribuer quelques-unes de ces brochures. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On va vous laisser Moi j'avais une question. J'avais une question pour Hubert. Je me demandais justement par rapport à l'intervention d'Arnaud, est-ce que, Arnaud Lapelle-Rojon ce matin, est-ce que tu avais l'impression toi aussi, d'une certaine manière, que quand tu réfléchis à cette histoire-là, tu écris un peu ton journal, d'une certaine manière, que les choses viennent à toi? Comment ça se passait, par exemple, quand vous avez organisé ce symposium de performance avec Orlan? Est-ce que les informations venaient à vous, ou est-ce que vous avez creusé? Comment vous avez fonctionné de ce point de vue? Il y a un peu deux questions en une. Je crois que c'est une question qu'on a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est pas seulement. On va chercher, bien sûr. On va chercher, et en même temps, il y a des choses qui nous paraissent plus importantes que d'autres. Et en même temps, c'est un ensemble de rencontres. Et c'est une attitude, c'est un choix, c'est un double choix, c'est un choix politique, quand même. Et c'est un choix de vie. Christelle, les empreintes de chasse. Parce qu'on a fait ça, on n'a pas fait ça du tout institutionnellement, on a travaillé de façon avec nos propres moyens, en subvention, sans attente. On paye une personne. Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit ce matin sur cette question de va-et-vient entre aller chercher, entre chercher et puis ce qui vient à vous, et que c'est lié à un contexte qui a des relations humaines. Sinon, ça ne va pas Des questions, des commentaires? Eh bien, on enchaîne.